Lorsqu'il parvint au bas des marches, la cuisine était vide. Provisoirement, déduisit-il des feux allumés sous une cocotte en terre et des épluchures qui traînaient, certaines encore attachées au corps dont les couteaux de madame Robineau les avaient prélevées. Sur la table de pain aux rainures odorantes attendaient, en formation serrée, torchons, jattes au rebord juteux, petits récipients, contenant chacun des ingrédients différents à l'identité problématique. Poudre jaune, feuilles sèches, chair fruitée, ronde comme des pierres de rivière. Édouard s'aventura dans la salle fraîche dont les voûtes répétaient celles familières de la cave adjacente. Il longea les fourneaux, jeta un regard d'agent secret à la cocotte, dont le couvercle, fermé par un cercle de pâte, interdisait tout à fait le déchiffrement. L'espion des fonds de sauce entendit alors des mouvements de troupes suspects venant de l'étage supérieur et se retrancha précipitamment dans l'abri de sa cave. Madame Robineau traversa les quelques pouces du champ de vision correspondant à l'entrebâillement qu'Édouard avait eu la témérité de conserver et reprit sa tâche. Il dut corriger encore l'angle de son champ de tir pour reconnaître les fèves qu'elle triait de ses doigts grassouillets mais rapides. Elle acheva ensuite de peler les pommes de terre rangées à côté d'elle sur leur linge humide et rassembla les légumes dans la même passoire. Le tenant à deux mains, elle se dirigea vers l'évier de faïence disposé sous le plus grand soupirail, d'où une lumière poudrée tombait sur les volants de son bonnet, et actionna avec la pointe de son coude droit un robinet de cuivre, qu'Édouard soupçonnait d'être relié, dans cette combinaison digne des problèmes mathématiques de M. Collins, qui animait secrètement les murs de sa maison, à ceux de sa salle de bain. Par quel miracle son savon ne rejaillissait-il pas sur les légumes de madame Robineau et ne se baignait-il pas dans les pépins de fruits? Un flot tout pur se déversa sans bruit sur les surfaces froides des pommes de terre, glissa sur leur chair serrée, éparpilla dans le fer de la passoire les courbes glissantes des fèves qui fuyaient sous le jet comme des poissons nains. La cuisinière laissa quelques secondes les légumes s'égoutter dans l'évier, consulta du regard la pendule murale juste à gauche de la porte menant à Édouard, qui se recula d'un bond, puis aussitôt rassuré colla de nouveau l'œil à la fente et revint vers la table. La petite Sally apparut alors au seuil de la cuisine, au bas de l'escalier de service. Le blanc d'Espagne dûment remis songea Édouard aux sœurs Perkins et attendit de la maîtresse des lieux un signe pour entrer. Très vite, Édouard, un moment inquiet des traitements que pouvaient subir dans ce royaume aux lois étrangères les sujets de madame Robineau, constata l'efficacité de la citoyenne et la direction éclairée du gouvernement. Chaque geste du Premier ministre était anticipé, accompagné, prolongé par son assistante, sans qu'il fût besoin de longs colloques, de décrets autoritaires, ni de sanctions. Seul parfois le nom des ingrédients appelait un commentaire, ce qui enchanta l'ignorance de l'intrus. Édouard saisissait chaque fois avec joie le titre dont les lèvres de madame Robineau adoubaient tel ou tel récipient qu'elle tendait à son aide de camp. Safran, Sally sans hésiter mêlait alors la poudre d'or aux feuilles craquantes, presque noires du bocal voisin. Laurier annonçait sa supérieure, sans même surveiller l'exécution à droite de ses ordres. Tandis qu'elle roulait une pâte brune sur la tablette de marbre qui prolongeait le pain épais, elle dévidait un vocabulaire jusque-là dépourvu pour lui d'images précises. Gousses d'ail aux rondeurs inattendues, dont le surprit le germe vert vif, ou bâtons de cannelle, curieux feuilletage oblong qui rappelait les cigares de son père, et qui devenait donc cette poudre épicée sur ces tartes informes que Suzanne aimait tant et qu'on cuisait, disait-elle, à l'envers. Mais fallait-il ajouter foi à ces superstitions entourant les activités sacrées du sous-sol? Il y avait quelque chose de blasphématoire à observer la confection des objets de culte qu'il honorait d'habitude en simple paroissien. Le fascinait surtout ce mystère hermétique qui cuisait en secret sous son auréole luthée et qui semblait associé aux coups d'œil réguliers jetés à la pendule. Il était presque 1 heure lorsque madame Robineau jugea qu'il était temps de rompre ce cercle magique, désigna à Sally l'une des poignées de la cocotte qu'elles soulevèrent toutes deux en ahanant avant de la poser au centre de la table. La grande prêtresse semblait insensible aux menaces de brûlure et détachait la pâte d'un geste vif. Mais elle cassait sous ses doigts, en miettes que Sally ramassait respectueusement, voltant toujours sous les poignets de sa supérieure. Il fallut employer le manche d'un couteau pour briser cette ceinture de chasteté culinaire et dégager enfin le couvercle. Lorsqu'il se souleva, l'odeur assaillit jusqu'aux narines d'Édouard, pourtant éloigné de quelques pas et peu réceptif à ce type de sensation. Le mutisme de madame Robineau céda devant l'importance de l'événement. Un tel moment nécessitait une forme de sacrement qui passait par les mots, des mots ordonnés au lieu des baptêmes concis de tout à l'heure, un semblant d'oraison. 7 heures, commença la cuisinière. L'agneau cuit 7 heures, il absorbe tout, se décompose, tous les sucs se concentrent. Ça, c'est de la matière qui se transforme vraiment, de la cuisine. Amen, chuchotèrent les lèvres d'Édouard. Madame Robineau recula d'un pas, marqua une pause, puis retourna à l'évier, se saisit de la passoire, revint à son ragoût, y jeta les fèves et les pommes de terre, et sans même qu'un signe fût donné, Sally prit son poste, et toutes deux soulevèrent à nouveau leur poids de fonte pour le replacer sur le feu. « On ne remet pas le couvercle, hasarda l'auxiliaire. »« Non, ça va réduire un peu, répondit sa supérieure d'un ton maternel, qui s'adressait surtout au contenu de sa cocotte.
« Tu peux sonner le premier coup pour le déjeuner, ce sera prêt dans une demi-heure », ajouta-t-elle, avant de se détourner comme à regret de son œuvre. Celle-ci avait réconcilié Édouard avec la perspective de lever le secret de sa présence, de rentrer officiellement en possession de sa maison et de lui-même. Il s'éclipsa donc, rejoignit l'escalier de service en traversant sa cave, attendit que Sally l'ait grimpé et émergea sain et sauf dans le hall. La porte de la salle à manger était fermée sur ses tintements de couvert. Édouard monta à sa chambre, se lava les mains en songeant encore à l'évier de faïence 2 étages plus bas, puis rajusta son gilet et redescendit l'air dégagé, alors que retentissaient au dehors, du côté du portail, les rires pressés de ses enfants.